je le dis et je le répète encore une fois, SAP est très bien positionné pour continuer à bien performer dans le futur sur le plan business. L'IA ne va pas nous tuer. SaaSpocalypse, etc., ça ne va même pas, ça ne s'appliquera pas ici sur SAP. Tout simplement parce que SAP représente un logiciel critique pour la plupart des entreprises, d'accord, dans la plupart des entreprises qui ont tendance à faire affaire avec elle. Bref, je ne dis pas juste ça de nowhere. Vous m'entendez parfois dire ici depuis très longtemps que les SaaS pour moi, enfin pas les logiciels pour moi ne vont pas avoir tendance à se faire disrupter par l'IA. Au contraire. Et ça, c'est un avis que je tiens depuis très, très, très longtemps. Mais je reconnais également que toutes les compagnies de logiciels ne sont pas logées à la même enseigne. Il ne suffit juste pas de le dire. Ce que j'ai également fait en supplément dans le groupe School, le lien est en description de cette vidéo, ainsi que de toutes les autres vidéos ici. Dans le groupe School, je vous ai présenté une note d'analyse, non, que dis-je, un deep dive sectoriel. Parce que en fait, la note d'analyse sectorielle, c'est ça. C'est un résumé. Mais il suffit juste pas de faire le résumé. Je vais vous expliquer pourquoi. Segment par segment, je pense que nous sommes présentement en présence d'une opportunité générationnelle. Je le dis encore, je pèse mes mots en le disant comme ça. Mais attention, encore une fois, ça va dépendre du type de logiciel. Et c'est pour ça qu'on veut sélectionner ceux qui sont les mieux positionnés. Je vous ai expliqué toutes les tendances du secteur. Et ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. D'accord? Vous êtes des investisseurs. Mais ici, moi, j'ai fait ma part du travail. Savoir, vous avez la note d'analyse, la note de synthèse. Ok? Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous lisez ça, vous avez déjà le résumé global. Mais attention, je rentre dans les sous-secteurs. Logiciel d'application, logiciel système. J'adore les logiciels système. Ensuite, vous avez l'analyse concurrentielle avec les 5 forces de porteurs, que ce soit les barrières à l'entrée, la menace de substitution, le pouvoir de négociation des clients, des fournisseurs, ainsi que la rivalité ici concurrentielle. Vous pouvez voir ici que quand vous sortez de là, vous comprenez à peu près quel est l'environnement concurrentiel en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, on rentre un tout petit peu en profondeur parce que pour parler de la note de synthèse ici, voici tous les éléments qu'on a dû utiliser. Transformation cloud, l'essor de l'IA, vous avez tous ces éléments-là. Je vous dis le pourquoi du comment je pense que l'IA ne sera pas une menace ou bien qu'est-ce que l'IA peut bien faire, qu'est-ce que l'IA ne fait pas, etc. Tout est là, agrémenté ici avec quelques éléments ici graphiques pour que vous puissiez prendre, voilà, pour que vous puissiez visualiser les choses. Donc, en supplément, ce n'est pas tout. Quand vous sortez de là, comment fonctionne ce secteur? Présentement, c'est encore en graphe, donc là, je suis encore en mode édition, mais c'est déjà là, donc je vais juste avoir tendance à les mettre ici dans les prochains jours. Vous avez les fondamentaux, comment est-ce que cette compagnie, ce secteur-là fonctionne? Comment analyser une entreprise dans ce secteur d'activité? Et vous avez les différents choix d'entreprise qui sont également en graphe. Vous pouvez voir, il y a ServiceNow, il y a SAP, il y a Workday. SAP dont on va parler en date d'aujourd'hui, donc vous comprenez déjà que Thierry est optimiste sur cette compagnie-ci. Mais attention, vous avez également d'autres entreprises qui vont juger, dit, je vais mettre Oracle. Oui, Oracle endetté, machin, machin. Je vais mettre Oracle. On connaît les problèmes, d'accord? Mais Oracle a également un logiciel critique. Vous avez également la compagnie qu'on appelle Microsoft. Vous avez également Salesforce et d'autres entités parce que je pense qu'il y a assez d'opportunités ici. Et je vais les lister, bien évidemment, avec un biais nord-américain. Vous me connaissez, vous savez que moi, je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, je parle des choses que je comprends mieux, d'accord? So, maintenant, vous allez dans le groupe School. Dans Classroom, vous allez retrouver ceci. Et je vous ai demandé de voter dans un post ici, à ce niveau. Je vous ai demandé de voter pour le prochain deep dive sectoriel. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, le secteur des métaux et des mines est déjà prêt. D'accord? Je vais avoir tendance à le distiller ici au courant de la semaine. On va d'abord digérer le segment des logiciels. Donc ici, on va parler de quoi? On va parler du cuivre, on va parler de l'or, on va parler de l'aluminium, on va parler de l'acier de manière générale. Quel est mon avis général du marché? Et vous pouvez aller vérifier vous-même. OK? Donc, ces éléments-là sont là. So, il y a également ceci. Donc, vous votez. D'accord? Je vous ai posé la question, quel est le prochain secteur? Pour le moment, c'est le secteur de l'énergie qui gagne. Et en posant, j'ai peut-être même mal posé la question parce que quand je parle d'énergie, upstream, downstream, midstream and oil and gas, en réalité, c'est 3 secteurs, 3 sous-secteurs. Hein. Attention. Bon, j'ai compris énergie de manière générale. Je m'attendais également à ce que vous me parliez de semi-conducteurs, etc. Mais bon, il n'y en a pas eu. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Choisissez le prochain deep dive sectoriel. De toute façon, je vais uniquement le publier dans le groupe School.
D'accord, les spécificités du groupe School, etc. Allez dans le groupe School, il est accès gratuit présentement. Vous allez voir à peu près et regarder la vidéo, le direct qu'on a fait ici essentiellement vendredi. D'accord, pour avoir une idée générale ici de quoi je parle, etc. Je pense que je suis encore un peu plus en profondeur par rapport à ça. Parce que le groupe School, pour le moment, vous y avez accès. J'ai bien dit pour le moment. Il n'y a pas juste ça que je partage dans le groupe School, dans tous les cas de figure. Refermons cette grosse parenthèse-là. Maintenant, parlons de SAP par rapport à ce qui compte réellement, à savoir l'avantage concurrentiel. Et pour ça, je lance mon prompt de base. Est-ce que l'entreprise a un mode? Oui. Comment il s'appelle? Ceci. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il a un mode? Il justifie. Donc, le mode ici, il est large. Il est en expansion et il vient de deux éléments principaux. Coût de changement, actif incorporel. Donc, en termes de coût de changement, vous savez que j'aime le coût de changement. Et dans le segment logiciel, c'est généralement dans l'industrie des logiciels ici, c'est généralement le mode que vous allez avoir tendance à voir de plus en plus, enfin, très souvent. Et maintenant, coût de changement. Un logiciel ERP, c'est le système qui gère la comptabilité, les stocks, la paie, les achats d'une entreprise. Changer de fournisseur ERP, c'est un peu comme changer les fondations d'un immeuble pendant qu'on continue d'y habiter. Ça prend des années, ça coûte des dizaines de millions d'euros et le risque d'erreur est énorme. Donc SAP renforce encore cet effet ici en faisant ceci. Elle arrête le support de son ancien logiciel ECC6 pour la fin 2027. Donc beaucoup de ses clients vont migrer dans le cloud, ce qui renforce ses clients historiques à migrer vers sa nouvelle version. Et vous savez généralement que quand le cloud a souvent des marges plus élevées. Résultat, les clients ne partent pas ailleurs, ils re-signent avec SAP sous forme d'abonnement cloud, souvent pour plusieurs années. Le risque ici à surveiller, c'est certains contrats contiennent maintenant désormais des clauses légales permettant une résiliation plus facile, ce qui pourrait à terme fragiliser un peu plus cette dépendance. C'est pour ça que je vais travailler sur cette partie-là. Est-ce qu'ils ont réellement envie de changer? C'est bien d'avoir la clause, mais est-ce que c'est facile? Moi, je sais que ça existe ici. Il y a des entreprises qui ont littéralement ici fait faillite à cause d'une mauvaise migration concernant l'ERP. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Bon, peut-être que ce soit amélioré, etc. Ensuite, vous avez l'actif incorporel. SAP, c'est un peu comme le choix par défaut et rassurant pour les grandes multinationales. Personne ne se fait critiquer en interne pour avoir choisi SAP. Mais attention, cette confiance de marque fonctionne surtout pour les très grandes entreprises complexes. On a bien dit complexes. Donc, sur le marché des entreprises de taille moyenne, donc SAP doit se battre contre les concurrents moins chers comme Microsoft Dynamics ou bien Workday. Et je vous ai dit quoi dans la note d'analyse sectorielle? L'ère est à la consolidation. On veut le plus de logiciels possible chez un seul éditeur. Pourquoi? Parce que les acheteurs veulent faire affaire avec très peu d'éditeurs. Microsoft est très bien positionné. Microsoft a des logiciels, on a des ERP, on a des CRM. On n'a pas besoin d'avoir le meilleur, on a juste besoin d'avoir quelque chose de correct qui fonctionne et qu'on peut proposer à tout, on peut proposer dans un bundle, point à la ligne. C'est pour ça que les autres compagnies font la même chose. Salesforce commence avec les logiciels de relations clients. Maintenant, ils s'en vont dans les ITSM. Ensuite, cybersécurité. Ne soyez pas étonnés. C'est la tendance de fond. Et même dans la cybersécurité, on en a parlé dans l'analyse sectorielle. Je vous laisse aller lire parce que vous allez sortir de là avec plus d'informations. Donc, je vais garder cette vidéo en moins de 10 minutes. Je ne sais même pas combien de temps on a déjà fait ici. De toute façon, je ne regarde pas le temps passé. Je parle, je dis mes choses ici. Vous pouvez aller vérifier de vous-même. Donc, c'est la raison pour laquelle cette source de mots ici est jugée réelle mais étroite. Ensuite, vous avez l'effet de réseau. L'effet de réseau, s'il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'un effet de réseau, c'est quand chaque nouvel utilisateur rend le produit plus utile pour les autres. Donc, que ce soit comme WhatsApp ou une place de marché. Donc, ce n'est pas le cas ici d'un ERP. Que votre entreprise l'utilise n'améliore en rien l'expérience d'une autre entreprise client. Donc, SAP a bien un produit annexe, SAP Business Network, qui connecte acheteurs et fournisseurs, mais c'est une activité secondaire et non le moteur de valeur ici de la compagnie. En termes de coût de production, on n'en a pas, même si la migration vers le cloud va avoir tendance ici à augmenter un tout petit peu les marges, mais bon, ça c'était avant l'IA, etc. On va revenir dessus, j'en ai parlé également dans la note d'analyse sectorielle. Bref, quels sont les risques? Le moment de migration forcée vers le cloud, parce que oui, ils ont dit qu'ils arrêtaient la maintenance de l'ancien modèle ici, donc vous devez passer dans le cloud pour pouvoir continuer les services avec SAP. Donc, le moment de la migration forcée vers le cloud est à double tranchant. Cela verrouille les clients qui restent, mais c'est aussi le moment où un client est le plus tenté de comparer les offres concurrentes avant de re-signer. Donc, la direction elle-même reconnaît un point faible juridique à ce niveau-là. Donc, des clauses de résiliation pour convenance désormais exigées par la loi dans certains contrats de transformation à grande échelle ont pesé sur la croissance du carnet de commandes. Et ça, on parle du quatrième trimestre de l'année précédente ici. Donc, au niveau du paysage concurrentiel, vous avez ici un marché,
sur un marché où SAP, Oracle, Microsoft représentaient ensemble plus de la moitié du chiffre d'affaires mondial de leur PO en 2024, Oracle ayant même dépassé dans une certaine mesure SAP, mais ça, c'est pas plus grave. Ça, on fait partie des leaders ici. Donc, on dit ici que Microsoft Dynamics reste la menace la plus agressive sur le marché des entreprises de taille moyenne. Les très grandes entreprises choisissent par défaut du Oracle ou bien du SAP. Mais quand on compare ici des entreprises de taille moyenne, etc., la concurrence est plus rude ici. Donc, vous avez Microsoft Dynamics, vous avez Workday. Donc, moi, j'ai du Microsoft, donc ça me va. Workday, c'est une très belle entreprise intéressante à aller regarder. Globalement, ici, on sait qui est un mot. On sait à peu près comment est-ce qu'il fonctionne. On peut donner un nom à ce mot-là et on peut avoir une idée si ce mot-là est en expansion ou en déclin. OK? Et ça se voit finalement où? Dans les chiffres. Parce que les chiffres, ce n'est que le résultat ici de ce qui se passe dans la compagnie, donc de manière sous-jacente. Donc, ici, quand on tape SAP, voilà, enfin, vous pouvez prendre l'entité allemande, ou bien, enfin, voilà, moi je prends l'entité nord-américaine, enfin, celle qui est cotée aux États-Unis ici, parce que c'est pas une préférence personnelle ici. Vous pouvez prendre, ça reste la même chose, le raisonnement reste le même. Qu'est-ce qu'on constate? On a une croissance des revenus, n'est-ce pas? Ensuite, marge brute. La marge brute, elle est stable. Ensuite, marge EBITDA. Vous connaissez la chanson, premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges. Deuxième niveau, c'est le maintien des marges. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une pression au niveau des marges EBITDA. Ça veut dire ici qu'au niveau des dépenses opérationnelles, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est temporaire ou durable? Telle est la question. Maintenant, depuis 2023, on a une accélération. Peut-être que la migration a commencé à cette période-là. Elle n'est pas encore terminée. La migration prend du temps. Ça peut prendre des années. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Ici, la marge EBITDA est en train de s'améliorer. Est-ce que la marge EBITDA s'améliore parce qu'on est en train de réduire les coûts variables ou bien les coûts fixes? Ça, c'est une autre question. Bref, ce que je vois ici, moi, j'aime ça. D'accord? De toute façon, quand on regarde les chiffres, on sort toujours de là avec des questions de manière générale. Je ne vais pas vous donner tout ici, les amis. Vous êtes des investisseurs. Donc, vous également, vous devez aller faire un certain travail ici afin de pouvoir investir avec conviction. Free cash flow et net income vont dans le même sens. Quand on prend ici les net income ici, du point de vue volume, on a quelque chose d'assez stable ici. Quand on les prend ici en termes de margin, qu'est-ce qu'on a ici? On a également quelque chose d'assez stable. Je dis bien assez stable ici. Voilà, je ne cherche pas la précision ici sur les dernières années. On aime bien comparer comme ça. Moi, j'aime prendre les médianes. Hein. Donc, techniquement, ici, je les compare sur une période. 10 ans, c'est 16%. 5 ans, c'est 17%. 3 ans, c'est 18%. Donc, la marge EBITDA augmente de plus en plus de manière générale. Donc, ce que je vois ici ne me déplaît pas. J'aime ça. Et je n'ai pas parlé de ROIC, machin, truc. Ça ne me dérange pas de voir un ROIC pareil. Le plus important, c'est pourquoi est-ce que le ROIC a diminué. Donc, on peut voir ici qu'il y a beaucoup d'acquisitions, etc. Bref, c'est pas ce que je vois ici me plaît. Combien de fois les bénéfices, le marché avait tendance à payer ici pour ce genre d'entreprise? Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour une entreprise pareille. OK? Et ça, c'était dans un monde où on a des taux d'intérêt de 4% avec une croissance, etc., de moins de 4%, avec ici une croissance d'une compagnie ici qui peut être au-dessus de 5% de manière générale. En moyenne, il paye 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il a payé 22 fois, 20 fois les bénéfices. Les 5 dernières années, à peu près 22 fois les bénéfices. Les 3 dernières années, il s'est emballé, il a commencé à payer 35 fois les bénéfices. Je ne sais pas ce qu'il a vu cette compagnie pour payer 35 fois les bénéfices. Donc, une part ici de la hausse, pour moi, n'était pas justifiée. Je peux comprendre qu'ils sont peut-être emballés par rapport à la croissance, etc. Mais rappelez-vous de cette phrase. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Parce que tôt ou tard, la croissance va avoir tendance à ralentir. OK? Je préfère acheter une compagnie qui pourrait avoir 20% de croissance à un prix qui n'implique aucune croissance du tout. OK? Donc, ici, je pense que les dieux de la bourse sont en train de nous proposer quelque chose à un prix intéressant. À partir de ce niveau-ci, c'est bon. Ceux qui ont fait de l'analyse technique vont se dire que, oh, on a un très bon support ici qui était une résistance par le passé, etc., qui a déjà été voilà, testé plusieurs fois. Boum, ça peut être intéressant. Moi, je regarde le business et je me dis que, hey, nous avons une entreprise ici qui est en train de migrer vers le cloud. D'ici 2027, les marges seront de plus en plus élevées. Oui, l'IA va avoir tendance à impacter les marges, il pourrait avoir tendance à impacter les marges, surtout en termes de consommation de compute, etc. Il ne faut pas l'oublier. De toute façon, vous le verrez ici dans la note d'analyse au niveau des choix, par rapport à cette compagnie, quand je la mettrai disponible ici pour tout le monde. D'accord? Donc ici, je suis optimiste pour cette compagnie. Il y a bien évidemment des points à surveiller. Il y a des points négatifs, il y a des éléments à suivre, de telle sorte que quand on prend le prochain rapport trimestriel, le rapport financier, ou bien le prochain trimestre, on sait à peu près que, bon, voilà ce qu'on devrait surveiller. Est-ce qu'ils ont répondu à nos questions ou bien il y a toujours des interrogations à ce niveau-là? Donc, on sait à peu près combien de fois les bénéfices. On va voir si dit 20 fois les bénéfices, parce que je pense même qu'on peut aller plus loin que ça. C'est un business prévisible.
90% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions. D'accord? Quand on regarde ici sur la dernière période, les attentes des analystes sont de plus en plus, font plutôt stables. D'accord? Ça ne change pas beaucoup. Donc, ça dit qu'on a une certaine récurrence. J'aime ça. Maintenant, à 20 fois les bénéfices, ça donne quoi? Je prends une toute petite croissance. Je prends de la croissance ici. À un prix qui n'implique pas la croissance, l'entreprise s'échange après de 20 fois les bénéfices de l'année actuelle. Ça fait 142 $. Elle n'est pas endettée. Donc, techniquement, le prix actuel est correct. Donc, à partir de ce prix-ci, je peux bénéficier de la croissance à venir, qu'elle soit liée au prix, qu'elle soit liée ici à l'amélioration des marges. Magnifique. OK? Donc, si on extrapole un tout petit peu la croissance, 20 fois les bénéfices. Donc, vu que c'est un business sur lequel les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions, on s'attend à 20 fois les bénéfices en 2028, à 9,99 €. Je les prends également en dollars. Ça donne à peu près aux alentours ici de 200, on va mettre ici 200 €. Ça fait 199 € si tu veux. OK? 199 €. Ensuite, je peux prendre le SAP ici, version nord-américaine. Ça donne quoi ici? Et là, maintenant, on parle en dollars. Ça donne combien? Ça va donner 226 $ par rapport au prix actuel. Tirez vous-même les conclusions qui s'imposent. L'IA va nous tuer. Va regarder pourquoi est-ce que je pense le contraire. Va lire la note, etc. Et ça passe par la compréhension du business, la compréhension même de tout ce qui concerne l'IA générative, etc. Et j'ai tout expliqué dans la note d'analyse, j'ai l'habitude de les appeler des notes d'analyse, mais dans le deep dive sectoriel. Il faut que je change de nom, en fait, parce que ce que je vous ai donné, c'est du lourd. Allez regarder, ne me croyez pas sur parole. J'ai également mentionné beaucoup de choses ici dans le live d'hier, donc le live qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Ce live-là, il sera disponible, je pense, je vais le laisser jusqu'à la fin du mois de juillet, d'accord? Parce que de toute façon, je supprime souvent ces lives-là, parce que je dis beaucoup de choses. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Donc, nous ici, en target price, on va dans la watchlist. Donc, je vais juste actualiser ici. On s'était dit, en euros, ça donne à peu près 199 €, d'accord? Donc, je vais voir à peu près dans ma watchlist, SAP. Et je vais avoir tendance à étudier d'autres compagnies dans le domaine des logiciels ici. Comme vous voyez, SAP, si on classe, voilà. En euros, ça donne, voilà. La dernière fois, on était à combien? 199 € ici. Ça n'a pas trop changé. Et la dernière fois, c'était quand? C'était en février 2028. Donc, c'est plutôt stable. Comme vous l'avez vu, la tendance ici n'a pas trop changé entre-temps. Donc, je mets juste la mise à jour ici. Je mets X20 BNF de 0,28. Boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que j'ai les deux ici? Donc, si vous avez l'entité nord-américaine, vous faites juste la même chose. Hein, voilà, à peu près, ça dépend de vous. Donc, pour moi, ici, vous pouvez voir que l'entreprise représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Maintenant, à vous de déterminer si c'est un business sur lequel vous aimeriez approfondir vos connaissances. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe School. Allez lire ce document. Imprégnez-vous de ce document-là. Critiquez-le. Également, choisissez quelle entreprise on va avoir tendance à analyser prochainement. Quel secteur d'activité on va avoir tendance à analyser prochainement. Pour le moment, c'est le secteur de l'énergie qui a tendance ici à tirer son épingle du jeu. Donc, le secteur de l'énergie dans son ensemble. Donc, si c'est celui-là, d'ici lundi, je prendrai ma décision et ça sera disponible ici d'ici la fin de la semaine. OK? Donc, les tortues se moquent de nous, il paraît. Ça ne chauffe même pas encore. Allez, à bientôt.